Le journal. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de l'information. Voici le sommaire de ce journal. Le procès de Joël Aïvo tenu ce jeudi 15 juillet 2021 à Porto Novo a été mis en délibéré pour le 5 août prochain. Vous suivrez dans ce journal le reportage de l'audience. Passation de charges ce jeudi 15 juillet à la Sénat entre les membres du bureau de la Sénat et ceux du bureau du Conseil électoral. Emmanuel Tiando a remis officiellement le témoin à Saka Lafia, président du Conseil électoral. Et puis en Afrique du Sud, 25 000 soldats seront déployés pour endiguer les violences qui secouent le pays ces derniers jours suite à l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Merci de nous rejoindre pour ce tour d'horizon de l'actualité. Clémence Tonoucoin. Le procès tant attendu de l'opposant Joël Frédéric Aïvo, candidat recalé à la dernière présidentielle, s'est tenu ce jeudi 15 juillet 2021 à Porto Novo. À l'issue du procès, l'affaire est mise en délibéré pour le 5 août prochain. Voici le compte-rendu de Peggy Ludovic Dagua. C'est dans l'après-midi de ce jeudi que la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et de lutte contre le terrorisme, a finalement appelé le dossier Frédéric Joël Aïvo. Mais coup de tonnerre, de l'entame, le procureur spécial Mario Metonou réclame à la Cour de se déclarer incompétente. La réaction des avocats de la défense ne s'est pas fait attendre. Maître Robert Dossou, coordonnateur du collège des avocats de la défense. Le procureur Illimine Litis soutient Illimine Litis, c'est-à-dire avant qu'on fasse les débats au fond, soutient l'incompétence du tribunal pour que la procédure devienne criminelle, c'est-à-dire instruction obligatoire, puis il sera jugé sur la procédure criminelle pour le grand crime. Tous les avocats ont été surpris parce que on ne peut pas changer de qualification sans un minimum de débat sur les faits, parce que le juge pénal est saisi in rem, il est saisi de faits. Nous avons soulevé que avant que la Cour dise que les faits qui leur sont reprochés sont effectivement des faits qui appellent telle ou telle qualification, il faut qu'ils écoutent chacun des inculpés sur les faits qui leur sont reprochés. Après les contradictions apportées par les avocats, Mario Metonou reviendra à la charge en demandant la poursuite de la détention provisoire des accusés. Mais une fois encore, la défense va s'y opposer. Le président des séances va renvoyer le dossier en délibéré pour le 5 août prochain. Mais Maître Barnabé Bago, un autre avocat de la défense, trouve que c'est du dilatoire. C'est un dossier qui doit aller en flagrant délit. C'est au bout de 72 heures que ça doit se faire. C'est clair. Ils ont mis ça en 3 mois, flagrant délit, et arrivé au bout de 3 mois, on nous dit qu'il faut aller en assiette. Donc, le procureur a soulevé les compétences
de ce tribunal que lui-même il a recommandé. Il trouve maintenant que le tribunal est incompétent. C'est du droit qu'on fait ou bien c'est de la méchanceté gratuite. Et on a demandé sa liberté provisoire, il envoie tout ça au 5. C'est sûr que le 5 encore, il nous dira non, qu'il ne peut pas mettre Aïvo en liberté provisoire, il va rester encore là-bas. Donc c'est cette ruse-là qu'il faut dénoncer. Les prévenus sont donc retournés dans leur cellule en attendant le 5 août prochain. Cérémonie de passation de charge entre les membres du bureau de la Sénat et ceux du bureau du Conseil électoral ce jeudi 15 juillet au siège de la Sénat. Emmanuel Tiando et les siens, en fin de mission, ont remis officiellement le témoin à Saka Lafia, président du Conseil électoral, la nouvelle institution désormais en charge de l'organisation des consultations électorales au Bénin. Les moments forts de cette cérémonie de passation de charge, c'est dans ce compte rendu de Carnot François Rumbédérinto. Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome Sénat et son bureau ont officiellement passé service ce jeudi 15 juillet 2021 aux membres du Conseil électoral, la nouvelle institution en charge désormais de l'organisation des consultations électorales au Bénin, présidée par Saka Lafia. Inauguré le 2 juillet 2014 avec installation officielle de ses membres, le mandat de la première Sénat permanente a pris fin ce mardi 13 juillet 2021 au terme d'une durée de 7 ans. Occasion pour le président de la Sénat de faire le bilan après avoir remercié ses collaborateurs. Nous avons à notre actif l'organisation de 6 élections, dont 2 élections présidentielles, 2 élections législatives et 2 élections communales avec des succès variables. Si les 3 premières élections de notre mandat se sont déroulées sans accroc majeur, les 3 dernières se sont déroulées dans un contexte de tensions socio-politiques résultant des divergences entre les acteurs politiques concernant la mise en œuvre des réformes politiques initiées par le gouvernement. Après le mot de remerciement du doyen d'âge au nom du personnel et la présentation des instances de l'institution, Saka Lafia, président du Conseil électoral, a pris l'engagement d'accomplir avec loyauté la mission républicaine qui lui a été confiée et ceci avec l'aide de ses nouveaux collaborateurs. Il n'y a pas d'honneur plus grand que celui d'être reconnu par la qualité du travail abattu. Je vous en sais gré et vous exhorte à poursuivre sur cette même dynamique pour qu'ensemble, nous relevions les nouveaux défis qui nous attendent. Je prends l'engagement avec mes collègues et mes pairs de poursuivre l'œuvre entamée en synergie d'action avec toutes les parties prenantes aux élections. Je sais que le cycle électoral ne nous laisse pas beaucoup de temps. Une nouvelle échéance pointe déjà à l'horizon. Il s'agit des élections législatives de 2023. J'espère bien qu'elles seront apaisées. Sinon, on aura recours aux mains de nos ancêtres. Pour rappel, la Sénat permanente a été instituée par la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 et le Conseil électoral a été créé par la loi 2019-43 du 15 novembre 2019. Les cadres du ministère de la Culture et de l'Artisanat sont en atelier depuis ce jeudi 15 juillet. Une revue du plan de travail au 30 juin 2021. Reportage. Pendant 2 jours, les cadres du ministère du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat vont relever les forces et faiblesses du plan de travail annuel 2021 au terme du premier semestre. Une revue qui permettra d'apporter des solutions aux difficultés qui s'observent au cours de la mise en œuvre du PTA, a martelé le directeur de la programmation et de la prospective du ministère. Cet atelier permettra d'évaluer l'exécution physique et financière des programmes et projets du ministère au 30 juin 2021 dans la perspective d'une prise en compte effective des leçons tirées à capitaliser pour le compte de l'exercice de l'exécution du PTA réaménagé qui sera exécuté au cours du second semestre de l'exercice 2021. Le ministre Jean-Michel Abimbola, après avoir rappelé l'utilité d'un tel atelier, est revenu sur les taux d'exécution du PTA au 30 juin 2021. Très chers participants, au 30 juin 2021, le taux d'exécution financière globale du ministère hors dépenses du personnel est de 50,62% base engagement et de 48,39% base ordonnancement. Hors ressources extérieures et transferts à l'ANPT notamment, il s'établit à 21,69% base engagement et 13,76% base ordonnancement,
contre un taux d'exécution physique global de 20,82%, alors que ce dernier était de 30,56% à la même période de l'année 2020. Ce journal se poursuit 1er août 2021 au Bénin. Beaucoup pensent que pour raison de lutte contre la Covid-19, que la fête de l'indépendance va se limiter au dépôt de gerbes et à une revue de troupes militaires. Et pourtant, il existe plusieurs autres explications à la décision. Voici en exclusivité sur Diaspora FM les vraies raisons d'une telle décision avec le colonel TTD Idjouola, chargé des opérations et entraînement à l'état-major général des armées. On s'est rendu compte, sinon il y a beaucoup de plaintes par le passé qui étaient parvenues à la hiérarchie lorsque 3 jours avant l'événement, on bloque tous les accès à l'Étoile Rouge. Ça causait tellement de déconvenues à la population que le gouvernement a décidé d'aménager le boulevard de la Marina, qui est la route qui part du carrefour Erevan Aéroport jusqu'à l'entrée principale du port. Donc ça longe la clôture du port autonome de Cotonou. C'est cet axe-là que le gouvernement avait décidé pour dire dorénavant, c'est là on va célébrer les 1er août parce que il y a un espace derrière la présidence qui s'appelle la place de l'indépendance. Par le passé, c'est là-bas ça se faisait. Et donc, cette fois-ci, c'est dit que désormais on ferait les manifestations là, mais les travaux prennent du temps et c'est pas fini. Parce que pour mettre en place le dispositif et surtout ce qu'on appelle nous le dispositif de la sortie, lorsque les troupes vont venir depuis Erevan en direction du port et à un moment donné, ils vont s'ouvrir. Pour les troupes à pied, on peut encore gérer. Mais les véhicules, parfois les gros véhicules à grand rayon de braquage, il faut vraiment que tout soit fait au millimètre près. C'est ces travaux qui, contrairement aux prévisions, prennent du temps et traînent. Donc, au niveau de l'organisation militaire, la vraie raison qui nous embête, nous, c'est celle-là. Il y a d'autres, c'est vrai, les mesures Covid, mais on a déjà vu des pays où, malgré Covid, le défilé a eu lieu. Bon, la sécurité, on est en train de monter d'un cran parce que la menace terroriste, quoi qu'on dise, elle se sent de plus en plus parce que à notre nord, c'est pas les pays voisins, mais depuis la Libye, en descendant vers le bas, il y a une grosse pression qui est exercée sur ces intégristes religieux et leur tendance est de fuir vers le sud. Et on est en train de mettre, je peux dire, un parapluie vers le nord, mais il n'est pas étanche à 100%, on ne sait jamais. Mais du point de vue strictement militaire, c'est raison de sécurité surtout, et le bon vivre ensemble avec la population civile, c'est les deux facteurs qui sont à l'origine de ce qu'on dit. Bon, patienter encore un peu. La décision est déjà prise qu'on ne va plus faire le 1er août au niveau de l'Étoile Rouge. Ça, il n'y a pas marche arrière par rapport à ça. Mais si on ne peut pas trouver un endroit meilleur, il vaut mieux patienter. Je ne pense pas, vu de la perspective militaire, ce n'est pas une caporalisation. La preuve, c'est qu'il y a eu un comité de pilotage qui s'est réuni, qui a planifié pour que tout se passe au niveau du boulevard de la Marina. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Une soirée récréative est organisée ce jeudi 15 juillet à l'endroit des enfants des forces militaires au Kangezo de Cotonou, occasion choisie par les organisateurs pour initier une marche de cohésion militaire à travers la ville de Cotonou. Frédéric Espoir Oumambou pour le compte rendu. Jour spécial pour les enfants des forces paramilitaires et militaires ce jeudi 15 juillet. Ayant marqué leur année scolaire par des résultats probants, c'est le lieu de leur donner le sourire et de la joie, surtout qu'ils passent souvent la plupart du temps sans leurs parents appelés au service de la nation. C'est les enfants les moins pourvus parce qu'ils ne reçoivent pas les parents à tout moment. Donc s'il y a les vacances et qu'aujourd'hui, les forces ne pensent pas à agrémenter les vacances des enfants, ce n'est pas normal. C'est pour ça que nous avons instauré un creuset dans lequel nos enfants pourraient, pendant les vacances, être les plus heureux, les plus souriants, les plus détendus pour aborder l'année scolaire prochaine. Et pendant que les enfants sont en fête, c'est l'occasion choisie par les parents pour se préparer par rapport aux probables menaces multiformes et diffuses qui peuvent nuire à la sécurité nationale. Le chef d'état-major même a approuvé le fait d'être ensemble. Quand on est ensemble, on est plus fort. Et ensemble, nous comptons éradiquer ce fléau qui est le terrorisme
moderne. Avant de lancer cette marche de 25 km qui met ensemble les forces paramilitaires et militaires, le représentant du chef d'état-major général des armées tire l'attention sur ce qui suit. Vous savez que la situation sécuritaire nationale, sous-régionale, internationale n'est pas reluisante. Il y a des interrogations. Donc, il faut qu'on se prépare pour faire face à cette menace qui arrive. C'est dans ce sens-là que votre marche de 25 km que vous allez exécuter tout à l'heure va être s'inscrire. Cette marche vient pousser un peu plus loin la mise en œuvre des tests implémentant la cohésion et la solidarité entre les forces de sécurité publique, toutes choses appréciées par les différents corps impliqués. Forces de défense et de sécurité publique soient unies en ce jour pour marcher, se préparer pour les défis futurs et savoir se connaître et puis savoir ce qu'il faut faire dans des situations. La Direction générale des eaux, forêts et chasse attache énormément du prix à tout ce qui est activité rentrant dans le cadre du maintien du potentiel, mais également pour la cohésion entre les forces de défense et de sécurité. Donc je ne peux que dire bon courage pour cette marche et que les objectifs visés soient atteints. Comme quoi, ce n'est pas au jour de la chasse qu'on commence par élever les chiens. Les nouvelles africaines et internationales. L'actualité hors du Bénin, direction le Mali. 2 centres de prise en charge pour les femmes victimes de violences dénommés One Stop Center ont ouvert cette semaine à Bamako. D'ici au 5 août, 8 autres seront mises à la disposition du gouvernement malien dans le cadre du projet Spotlight, une initiative conjointe de l'Union européenne et des Nations unies pour tenter d'éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Dans la cour du centre de santé de la commune 4 de Bamako, un conteneur aménagé fait office de nouvelle unité. Le service souhaite faciliter l'accès aux soins aux personnes ayant subi des violences basées sur le genre via une approche pluridisciplinaire, une assistance encore méconnue des habitantes des quartiers environnants. En une matinée, seule une victime de mutilation génitale s'est présentée à l'unité. Selon les chiffres de l'hôpital, les complications liées à l'excision sont le second motif de consultation. En Afrique du Sud, le gouvernement a annoncé ce jeudi 117 morts pour le compte des violences qui secouent le pays ces derniers jours suite à l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice, pillage, incendie et vandalisme. Les manifestations se poursuivent dans le pays. Ce jeudi, le gouvernement sud-africain a annoncé le déploiement de l'armée pour canaliser les violences. La ministre de la Défense a annoncé mercredi 14 juillet dans la soirée le déploiement de 25 000 soldats pour endiguer les violences des émeutes initialement provoquées par l'arrestation de l'ancien président Jacob Zuma, mais qui se sont rapidement transformées en pillage. En Algérie, pour finir, plus de 100 détenus incarcérés après des manifestations du Irak vont être libérés malgré leur condamnation. La grâce vient du président Abdelmadjid Tebboune, officialisé par le ministère de la Justice mercredi dans un communiqué. Ils sont étudiants, coordonnateurs du Irak ou simples manifestants. 46 détenus, dont 44 hommes et 2 femmes ont été relâchés depuis les annonces du président. La plupart avaient été arrêtés lors des manifestations de mai et juin dernier, soit juste avant les dernières élections législatives, et ont déjà passé entre 2 et 3 mois en détention. C'est tout pour cette édition du Journal Parlé. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Gaëtan Passo, présentation Clémence Tonoucoin.
Diaspora FM. FM. FM.